Vous avez déjà goûté un biscuit apéritif sans sel? Vous avez déjà mangé des petits pois sans sel? Non. Le sel, un condiment indispensable à la conservation, à la préparation et à l'assaisonnement de ce qu'on mange. Le sel est essentiel. On ne peut pas proposer une cuisine de restaurant de qualité sans sel. Les ressources de sel sont abondantes, alors pourquoi s'en priver? Il se trouve que le sel serait dangereux pour la santé, voire mortel. En général, on en consomme beaucoup trop. Mais des spécialistes soutiennent que ces craintes sont infondées. La restriction au sel n'aurait aucun bénéfice pour l'organisme. On ne sait pas vraiment pourquoi une consommation importante de sel est mauvaise pour la santé. L'ennui, c'est que le sodium reste un nutriment indispensable au fonctionnement normal du corps humain. Il nous faut plus de preuves. C'est indéniable. Nous allons passer en revue les mythes et les dernières découvertes scientifiques sur le sel. Une pincée de sel peut contenir des milliers de grains. Et il existe au moins autant de superstitions, de traditions et de théories autour de ce condiment à travers le monde. Ensemble, tâchons de séparer le bon grain de l'ivraie. La ville de Stratford, au Canada, est renommée pour son festival de théâtre. Dans les cuisines de l'école culinaire Chef's School, il ne reste que 3 heures avant le lever de rideau. On est ouvert 5 soirs par semaine, du mardi au samedi. La carte est revue tous les jours et les étudiants changent de poste quotidiennement. La chef Randy Rodner enseigne la théorie et supervise la préparation des plats. Tu t'es servi du levain? Un bon chef doit être capable de bien assaisonner ses plats. Le sel est un des principaux condiments utilisés en cuisine. Rien que dans ce menu, le poisson a mariné dans un mélange de sel et de sucre. On propose aussi des pâtes de lapin saumurées dans du sel et du sucre. Et enfin, les gnocchis sont blanchis dans l'eau salée. On dispense des cours de cuisine pratique, donc on insiste sur l'importance d'un assaisonnement équilibré, ni trop discret, ni trop présent. Le chef Mike Booth est le mari de Randy. C'est le professeur de cuisine confirmé de l'école. Il faut assaisonner au fur et à mesure. On ne peut pas saler le plat à la fin et espérer un résultat satisfaisant. Les apprentis ont tendance à ne pas saler assez. D'un autre côté, on leur répète que si ça manque de sel, ils peuvent en ajouter. On leur apprend à en mettre petit à petit. Quand on blanchit des légumes verts, il faut saler l'eau bouillante généreusement. On explique aux apprentis qu'elle doit être aussi salée que l'océan. Ils doivent saler, goûter et ainsi de suite. Quand ils pensent que c'est bon, ils m'appellent et je viens vérifier. Ça étonne toujours quand on nous voit prendre un pot de 500 ml de sel et en jeter des poignées dans l'eau. Il faut beaucoup plus de sel que ce que les gens imaginent. Le menu de ce soir a été imaginé par une chef invitée. Il s'agit de Mélanie Bloin, qui vient de Montréal. Elle a opté pour une approche contemporaine du menu de bistrot. Une carte riche en couleurs, en saveurs et bien sûr en sel. Mais quelle quantité de sel les cuisiniers utiliseront-ils pour les plats du soir? Mike et Randy ont pesé tous les pots de sel de la cuisine avant le début de la préparation. Ils les pèseront de nouveau après le service. Pour un service comme celui de ce soir, c'est difficile à estimer. Je dirais qu'on va utiliser plusieurs centaines de grammes en tout pour 50 convives. Ce ne sera pas excessif, mais ça paraît beaucoup dit comme ça. Impressionnant, surtout comparé aux recommandations nutritionnelles. Les avertissements des scientifiques se contredisent régulièrement. Vive la margarine! Vive le beurre! Attention au cholestérol! Le light est la solution à l'obésité. Le light provoque l'obésité. Mais le sel a toujours été décrié, notamment dans les ouvrages destinés au grand public. Selon une association de conseils sur la nutrition, ce serait l'aliment le plus dangereux de notre alimentation. Les gouvernements lancent régulièrement des campagnes de sensibilisation sur la consommation excessive de sel. Pourtant, le sel joue un rôle crucial dans notre vie. Il est utilisé par les industriels, les particuliers ou encore les collégiens en cours de sciences. En premier lieu, le sel est un minéral. L'un des seuls qu'on mange. Mais pourquoi? Chelsea Cross est diététicienne à Guelph, au Canada.
Le sel de table est en réalité du chlorure de sodium, un composé de 2 minéraux qui figurent sur le tableau périodique. On a besoin des deux, mais le sodium est essentiel à différentes fonctions du corps, comme la rétention de liquide, le fonctionnement du cœur, des nerfs et des muscles, et enfin la tension artérielle. Pour accomplir ces tâches, le corps a besoin d'énergie. C'est là que le sel entre en jeu. C'est un électrolyte, un minéral qui transporte une charge électrique quand il est dissous dans l'eau. Quand le sel et le potassium sont dissous dans le sang, un courant est généré dans chaque cellule de l'organisme. Ces millions de petites batteries permettent ensuite au cœur de battre et alimentent le cerveau, les muscles et le système nerveux. Quand on consomme du sel, il entre dans le système sanguin. L'organisme entretient un certain niveau de sel, de salinité dans le sang, ce qui permet le maintien de l'équilibre des fluides et l'hydratation du corps. Sans cette dose de sel dans notre organisme, on se viderait de tout notre liquide en allant faire pipi. Le niveau idéal de sel dans l'organisme est de 0,5%. Une personne qui pèse 70 kg doit donc avoir environ 62 cuillères à café de sel dans l'organisme. Le minéral est filtré et éliminé par les reins en permanence, ce qui évite l'accumulation de toxines. Les excès de sodium et d'eau, ainsi que les déchets du métabolisme, sont stockés dans la vessie sous forme d'urine. Ils seront évacués régulièrement. Le sel est donc indispensable à notre organisme. Mais pourquoi a-t-il si mauvaise réputation ? Récemment encore, le sel était roi. Its story is as old as the story of life on Earth. It has played a vital role in man's history, shaped the fate of empires. This is the White Wonder. La merveille blanche est tombée en disgrâce aux États-Unis en 1977, quand dans un rapport, le gras, le sucre et le sel ont été signalés comme des menaces à la santé publique. La recommandation est alors passée à 3 grammes de sel par jour, soit une demi-cuillère à café. Cette dose a été calculée à partir des résultats de 2 études. La première a été menée par Lewis Dahl. Le scientifique avait fait ingérer à des rats d'énormes quantités de sel, l'équivalent de 500 grammes par jour pour un être humain. La tension artérielle des rongeurs avait grimpé en flèche. La seconde étude s'intitulait Intersalt. Elle avait comparé la consommation de sel et la tension artérielle de 52 groupes d'individus dans 32 pays. Dans 48 de ces groupes, aucun lien entre consommation de sel et tension élevée n'avait été établi. Les 4 derniers groupes étaient des populations isolées, dont les Yanomami, une tribu de la forêt brésilienne qui ne consommait ni sel, ni graisse saturée, ni alcool. Dans cette tribu, personne ne souffrait d'obésité ni de stress chronique, et personne n'avait d'hypertension. Normalement, un échantillon aussi extrême est éliminé des résultats. Mais pas cette fois. C'est ainsi que le sel est devenu le grand ennemi. Voici le message officiel de l'époque. Un excès de sel peut entraîner la rétention de liquide dans votre organisme, ce qui pourrait provoquer une hypertension artérielle. Votre cœur risque d'être trop sollicité et vous pourriez faire un infarctus. Pour résumer, le sel tue. Mais cette conclusion est le résultat d'hypothèses incertaines. Depuis cette étude, 40 ans se sont écoulés. Ces résultats sont-ils encore valables aujourd'hui ? Le raisonnement était très logique. Le sodium conserve l'eau dans nos vaisseaux, ce qui fait grimper la tension. Donc le sodium est à l'origine du problème. Et la meilleure source de sodium, c'est le sel. À l'époque, on s'est dit qu'en éliminant le sel de notre alimentation, on ne souffrirait plus d'hypertension artérielle. Bien entendu, ça ne tenait pas debout. Parce que la consommation de sel n'était pas la seule cause de l'hypertension. Mais c'était le coupable idéal. Parmi les facteurs de risque de l'hypertension figurent le tabac, l'alcool, le stress, l'obésité et le sel. Il est évident que ce dernier facteur est différent des autres. C'est l'élément le plus facile à changer, celui qui est à portée de main. On se dit qu'en contrôlant notre consommation de sel, on contrôlera aussi notre façon de manger. Donc qu'on mangera moins, qu'on optera pour des aliments plus sains. C'est pour ça qu'on a pointé du doigt le sel comme cause de l'hypertension. Le sel était l'élément le plus facile à changer. Mais est-il aussi dangereux que le tabac ou l'alcool ?
Quand on dit à la population, vous mangez du sel, ce qui augmente votre tension artérielle et vous pouvez faire une crise cardiaque, on se trompe. Certains patients consomment du sel qui est éliminé par les reins et ça n'a aucun effet sur leur tension. Si on consomme du sel et qu'on a une tension élevée, on est considéré comme une personne à risque. Or, on s'est concentré sur le problème de l'hypertension et on a décrété que le sel était mauvais pour la santé. Notre organisme n'a pas besoin de tabac ni d'alcool. En revanche, le sel nous est indispensable. Selon une théorie, nous raffolons du sel parce que nous descendons de créatures marines. Quel endroit incroyable. On peut admirer des poissons dans leur environnement naturel. C'est formidable, ils évoluent dans un milieu qui est hostile pour nous. Pourtant, c'est de là qu'on vient au départ. L'eau de mer est composée de 3 à 4% de sel. Dans notre organisme, notre mer intérieure, la dose de sel ne dépasse pas 1%. Au cours de notre évolution, nous avons quitté l'environnement marin pour vivre sur Terre, où le sel est moins présent. Et nous avons emporté l'eau de mer avec nous, en nous. C'est génial. Pendant son temps libre, le professeur Matthew Bailey aime visiter l'aquarium avec ses enfants. Dans sa vie professionnelle, il est spécialiste de la physiologie rénale. Je dis souvent que le rein est l'organe le plus important du corps. Sans les reins, on ne peut pas survivre. Certains pensent que les reins nous ont permis de quitter l'environnement marin et son eau salée en l'emportant avec nous. Les reins filtrent la totalité du sel dans notre organisme toutes les 40 minutes. 99% de ce sel ressort des reins pour être injecté dans le sang. Ça permet de maintenir un environnement interne équilibré, nécessaire au fonctionnement normal des muscles, du cœur et des nerfs. Nous avons besoin du sel pour vivre, mais une consommation excessive peut-elle être dangereuse? Le professeur Bailey et son équipe tentent d'en savoir plus. On ne sait pas vraiment pourquoi une consommation importante de sel est mauvaise pour la santé. Est-ce qu'il fait augmenter la tension artérielle? D'après les données dont la science dispose, un quart à un tiers de la population présente une sensibilité au sel. Quand ces personnes mangent plus de sel, leur tension augmente. Quand elles en mangent moins, leur tension baisse. Mais la majorité d'entre nous avons une résistance au sel. Notre tension ne varie pas en fonction de notre consommation de sel. Seule une personne sur 4 est sensible au sel. Pour quelles raisons? Quels sont les effets de cette sensibilité? Pour le découvrir, le professeur Bailey et son équipe ont mené des essais sur des mammifères et des poissons de laboratoire. Il est plus délicat de conduire ces études sur des êtres humains. La biopsie chirurgicale est une intervention invasive et risquée. Mais l'équipe a trouvé une solution. Posez le menton sur la cale et le front contre la bande. Voilà. D'après différentes données, les petits vaisseaux sanguins à l'arrière de l'œil sont très similaires aux vaisseaux qui irriguent les reins. C'est une excellente nouvelle, parce qu'on peut observer l'arrière du globe oculaire sans difficulté. C'est une intervention non invasive, sans douleur et sans risque. En théorie, on peut étudier la façon dont les vaisseaux de l'œil réagissent au traitement. L'œil est en quelque sorte une fenêtre sur le rein. Là, on voit bien la progression. Absolument. On a observé plusieurs lumières et parois vasculaires. Voilà la zone qui nous intéresse. Même si la sensibilité au sel ne concerne qu'une personne sur 4, le professeur Bailey pense que nous ingérons tous trop de sel. Notre corps a un besoin fondamental de sel. On estime que la dose nécessaire est d'1 demi-gramme par jour. Je pense que la plupart des Britanniques en consomment environ 20 fois plus. On a donc des efforts à faire. De nombreux gouvernements ont mené des campagnes de sensibilisation sur le sel. En Finlande, le message semble être passé. Depuis 40 ou 50 ans, la Finlande a fait beaucoup d'efforts pour encourager la population à réduire sa consommation de sodium. Elle a notamment produit plusieurs campagnes médiatiques à grande échelle. Les Finlandais font attention à la quantité de sel qu'ils mangent. À la fin des années 60, ils en consommaient 11 à 12 grammes par jour. Aujourd'hui, cette dose est de 7 à 8 grammes. Donc l'espoir est permis. Depuis le début de ces campagnes, la consommation moyenne de sel en Finlande a chuté de 40%. La tension artérielle moyenne a également baissé, tout comme le nombre de morts par crise cardiaque. Ces résultats impressionnants sont-ils uniquement liés à la réduction de la consommation de sel?
Ces initiatives fonctionneraient-elles en Amérique du Nord, où on consomme déjà 3 fois moins de sel qu'en Finlande? L'American Heart Association recommande de ne pas dépasser la dose de 1500 mg de sodium par jour, soit 3/4 de cuillère à café. Le docteur Clyde Yancey a participé à la rédaction de ces recommandations quand il présidait l'association. Comment vous sentez-vous? Ça va. Vous attendez votre greffe? Oui. Oui. Le lien que des scientifiques ont établi entre la consommation de sodium et les maladies cardiovasculaires n'a jamais été remis en question. Il s'est imposé comme une vérité. Le sel est un des sujets favoris de la communauté scientifique. En 2018, des centaines d'études sur le sodium ont été publiées. Le docteur Yancey a dirigé le comité de sélection de ces études avant publication. D'après lui, seules quelques-unes méritaient d'être retenues. Sur l'ensemble des études sur le sodium, 99% avaient été menées dans des conditions discutables. Seuls 9 articles nous ont semblé assez sérieux pour être publiés. Ces 9 articles en arrivaient tous à la même conclusion. C'était vraiment frappant. Rien n'indique que la restriction en sel serait bonne pour l'organisme. Le docteur Yancey, un spécialiste unanimement respecté, estime que les travaux récents sur le sel sont creux, superficiels et douteux. Voilà qui donne à réfléchir. Dans l'immédiat, il ne faut pas forcément conduire de nouvelles études, mais cesser d'exiger systématiquement des malades qui souffrent d'insuffisance cardiaque qu'ils réduisent leur consommation de sodium. Imaginez que vous allez voir le garagiste. Il vous dit « Je pense que votre problème vient de A, B ou C, et je vous demande de me payer pour cette hypothèse, alors que je ne suis pas sûr d'avoir raison, et que vous risquez de devoir revenir dans quelques mois pour le même problème. » C'est une supposition. Vous vous rendez compte? En médecine, c'est très courant. On suppose qu'il faut contrôler l'apport en sel. On n'a pas le droit de demander aux patients de modifier leur manière de vivre de façon aussi drastique si on ne dispose pas d'éléments concrets. Ces changements risquent d'avoir des conséquences inattendues. On doit tenir compte des difficultés que vont rencontrer certains patients, comme les personnes âgées, celles qui ont des revenus limités ou qui font partie de minorités. Préparer des plats vraiment savoureux et sans sel, ça coûte très cher. Vous voyez où je veux en venir. Quand on demande à un patient atteint d'une maladie cardiovasculaire de changer son alimentation, on doit avoir des éléments tangibles qui prouvent que ce changement améliorera son état. Je n'irai pas jusqu'à dire que le contrôle de l'apport de sel est inutile. Il a son utilité. Mais quelle quantité de sodium doit-on recommander à une personne aux racines africaines, européennes, à un homme, à une femme, à une personne corpulente, à une personne mince? Personne n'a répondu à ces questions. D'après les dernières études, la génétique pourrait jouer un rôle important dans le calcul de la dose de sel à recommander à un patient malade. Carol Raimondi, qui est en attente d'une greffe du cœur, doit suivre un régime strict. Tous ses repas sont pauvres en sel. Je vais vous poser une question. Combien de fois avez-vous triché? Une fois par jour? Une fois par semaine? Disons une fois par semaine. Je m'en doutais. Quel est le plat salé auquel vous ne pouvez pas résister? La pizza? Oui, la pizza. Je le savais. J'en étais sûr. On est tous pareils. Carol est hospitalisée à l'hôpital Northwestern Memorial à Chicago. Une ville connue pour son fleuve au courant inversé, mais aussi pour ses sculptures monumentales et sa pizza à l'épaisse garniture. Tous les ingrédients de la pizza, la pâte, le fromage, la sauce, la viande, ont un point commun, une haute teneur en sel. Et personne n'y résiste. L'être humain est programmé pour aimer le sel, et il est incapable de lutter. Tous les patients que j'ai traités sont dépités à l'idée de devoir réduire leur consommation de sel. On aime tous le sel, dès tout petits. Les enfants adorent les sandwichs, par exemple. Vous savez quelle quantité de sel on utilise pour faire du pain? Et les biscuits apéritifs. Vous avez déjà goûté un biscuit apéritif sans sel? Parlons des légumes. Vous avez déjà mangé des petits pois sans sel? Non?
Ces restrictions ne s'appliqueront pas quelques jours ou quelques semaines, c'est pour toute la vie. Les patients vont forcément se rebeller. Sommes-nous tous voués à devoir réduire notre consommation de sel? Voilà qui entraînerait sûrement une rébellion. Et il faudrait d'abord savoir quelle serait la dose à respecter. Le sel, un condiment si savoureux qu'on n'y résiste pas. On en est tous fous. Et quand on a une envie de sel, on se jette souvent sur les chips. Le snack qui se vend le plus dans le monde anglophone. Au Canada, les ventes de chips s'élèvent à 1,5 milliard de dollars par an. Aux États-Unis, elles dépassent les 16 milliards. C'est une énorme industrie. À Waterloo, au Canada, les brasseries artisanales sont nombreuses. Et une petite équipe a choisi de produire des chips de façon tout aussi artisanale. On prend des pommes de terre. On ne les épluche pas. On les tranche avant de les plonger dans l'huile. Ray Woody a travaillé pour les plus grands producteurs de chips pendant des années avant de concevoir et de fabriquer cette machine. Le tapis roulant les sort de l'huile. En tout, il faut 3 minutes 30 pour les produire. On les dépose dans la cuve, puis on les sale. La majeure partie du sel que l'on mange ne vient pas de notre salière, mais des produits industriels. Même dans cette petite entreprise, on respecte les standards de l'industrie. Le sel ajouté sur chaque chips représente précisément 2% de son poids. Elles sont très bonnes. Délicieuses. On sent tout de suite le sel sur la langue. On sait qu'il est là. J'adore. Le sel est certainement le condiment le plus important dans nos cuisines, mais aussi le plus décrié. On nous dit que c'est un vice, une mauvaise habitude qu'il faut changer. Santé Canada et l'American Heart Association nous encouragent à nous limiter à 1 cuillère à café par jour. Mais certains nutritionnistes, comme Chelsea Cross, conseillent à leurs clients d'en consommer davantage. Certaines personnes ne consomment pas assez de sel. Prenons l'exemple de Miguel. Avant, il avait des maux de tête, il était fatigué et il avait des nausées quand il faisait du sport. Ces symptômes peuvent indiquer une carence en sel. Je donne aux sportifs des boissons riches en électrolytes, qui leur apportent la dose nécessaire de sel. Miguel a fini son entraînement. Il transpire, donc il a besoin de sel. Il a sûrement soif. Je vais lui donner des électrolytes. Une carence en sel peut être mortelle. Une coureuse de 28 ans est morte pendant le marathon de Boston. Elle avait bu trop d'eau et perdu trop de sel. Ce trouble appelé hyponatrémie est en fait une hyperhydratation. Il se manifeste d'abord par des vertiges et une perte de repères. Les électrolytes permettent à l'organisme de propager des impulsions électriques dans le corps en direction du cerveau, du cœur et du système nerveux. Sans ces batteries internes, notre corps cesse de fonctionner. Une carence en sel peut entraîner d'autres problèmes. Un sportif a besoin d'énergie, qui est fournie par les glucides dans l'alimentation. Le sel participe à l'acheminement des glucides vers les muscles et à leur transformation en énergie. Quand un sujet manque de sel, les glucides n'atteignent pas les muscles et il manque d'énergie. Mais pour les personnes qui ne font pas beaucoup de sport, il est nécessaire de respecter les recommandations, non ? Plusieurs organisations de protection de la santé préconisent un apport très faible en sodium. Certaines proposant de ne pas dépasser 1500 mg par jour. Ça correspond à 0,7 cuillères à café de sodium par jour. C'est très peu. Mais aucun élément probant n'a été apporté pour justifier ce chiffre. Pourtant, il reste en vigueur, alors que de plus en plus d'études prouvent que le contrôle de l'apport en sodium n'apporte rien et pourrait même augmenter les risques. Le docteur Andrew Mente a dirigé une étude au cours de laquelle l'alimentation et la santé des participants ont été suivis pendant 20 ans. Il n'a observé aucun lien entre l'apport en sodium et la santé cardiovasculaire, sauf en Chine, où la consommation moyenne de sel est très élevée.
Le seuil critique est de 5 grammes par jour. Les participants chinois consomment bien plus que 5 grammes par jour. Ils ingèrent une grande quantité de sodium et ont plus de risques de faire une crise cardiaque. L'incidence des infarctus en Chine est même une des plus élevées au monde. Il y a donc un intérêt à encourager les Chinois à consommer moins de sel pour atteindre les doses moyennes observées dans les autres pays, comme le Canada. Dans les pays occidentaux, on consomme en moyenne entre 3 et 5 grammes de sodium par jour. La plupart des ministères de santé conseillent de diviser cette dose par 2. Mais pour le docteur Mente, une restriction trop forte pourrait s'avérer dangereuse. De nouvelles études montrent qu'une faible consommation de sodium est associée à une augmentation du niveau de certaines hormones qui peuvent avoir des effets délétères sur le système vasculaire. Un excès de sodium provoque une hypertension. Une faible dose de sodium favorise la sécrétion d'hormones à des niveaux dangereux. Même si une forte dose de sodium est mauvaise, il ne faut pas forcément trop réduire. Dans le cas du tabac, la réduction a un intérêt. Il vaut mieux ne pas fumer du tout. Mais la nutrition, c'est différent. Chaque nutriment essentiel doit être consommé dans une certaine quantité. Au-delà, la dose est toxique. En dessous, on a des carences. Il faut donc rester mesuré. Notre goût pour le sel est très précis lui aussi. Une petite pincée de sel et le plat gagne en saveur. Mais si on a la main lourde, il est immangeable. C'est un principe qu'on enseigne dès le premier jour à l'école culinaire Chef School. La salle de restaurant est presque pleine. Le service va bientôt commencer. Les apprentis sont sous pression. Ils s'affairent en cuisine depuis ce matin. La préparation de certains mets a commencé il y a plusieurs jours. C'est le cas de ce poisson qui marine dans un mélange de sucre, d'herbe et de sel depuis 36 heures. Le but est d'éliminer l'humidité du poisson. Ça modifie sa texture et son goût. C'est très agréable en bouche. Au début de la journée, les chefs ont pesé les pots de sel dans les cuisines. En fin de service, ils pèseront ce qui reste pour avoir une idée de la quantité de sel utilisée. Ça varie beaucoup en fonction du menu. On a dû utiliser 500 ou 600 grammes de sel pour conserver le poisson, mais les clients n'en consommeront pas la totalité. Le poisson sera seulement légèrement salé. L'eau qui sert à blanchir les légumes est aussi très salée. Les clients ne mangeront pas tout ce sel. Il sert seulement pour la cuisson. Ce sera peut-être un peu compliqué de calculer la quantité précise de sel mangée par les clients. Le sel est un minéral polyvalent. Les cuisiniers en ont toujours à portée de main, quel que soit le menu du jour. Les usages du sel sont multiples. Il ne sert pas seulement à assaisonner. Quand on fait du pain, le sel permet de contrôler l'activité de la levure dans la pâte. Dans les desserts, on ajoute du sel pour tempérer la puissance du sucre et équilibrer le tout. Bref, on exploite les propriétés du sel. Le sel joue aussi un rôle après la préparation, dans l'assiette. On peut opter pour différents types de sel pour la finition. Ça peut apporter une étincelle dans l'assiette et du croquant selon la taille du grain. C'est un élément essentiel. On ne peut pas proposer une cuisine de restaurant de qualité sans sel. On a un bœuf pour 2, puis un bœuf pour 4. En Europe et en Asie, les sels de finition sont extraits de l'eau de mer. En Amérique du Nord, ils proviennent des mines de sel, vestiges d'océans disparus. Cette exploitation est simple et peu coûteuse. C'est pourquoi on extrait rarement le sel de la mer aux États-Unis et au Canada. Enfin, jusqu'à présent. Andrew Shepard a été chef pendant 10 ans avant de quitter les fourneaux pour se lancer en quête du cristal de sel parfait. Scotty, viens voir ces cristaux, ils sont nickel. Il s'est associé à Scott Gibson pour fonder Vancouver Island Sea Salt, la première entreprise de production de sel au Canada. Le secret de Scott et Andrew? Une eau de mer fraîche et propre. On a décidé de s'installer ici, près des producteurs de coquillages, dans des eaux protégées, moins fréquentées, où le brassage est important. Notre pipeline fait 1 km de long. C'est un bon pipeline, un pipeline sain. On a de l'eau de mer à volonté. À partir de là, on lance le filtrage et la concentration. Tout se passe dans des cuves de 2000 litres, comme celles qu'on utilise dans les brasseries. On fait bouillir de l'eau, on remplit, on fait bouillir, on remplit, puis on passe à la phase finale. Si on fait des copeaux, il nous faut 36 à 48 heures pour obtenir un produit fini. En tout, ça prend 5 à 6 jours. Dans les régions chaudes, où il pleut rarement, l'eau de mer s'évapore naturellement et le sel est facile à récupérer. Au Canada, c'est un peu plus compliqué. Mais on y trouve de gros cristaux de sel en forme de pyramide.
Les cristaux pyramidaux ont une surface très importante. Plus il y a de surface, plus on sent le goût de sel quand on croque dans le cristal. C'est la première chose qui entrera en contact avec les papilles de la personne. Ce sera une explosion de saveurs. La personne va commencer à saliver, ça va lui donner envie de goûter des plats savoureux, aux parfums puissants et intenses. Un ami m'a rendu visite et m'a demandé ce que ça faisait de produire du sel. Je lui ai répondu que c'était pas moi qui le produisais. Ce sel est sur Terre depuis bien plus longtemps que nous. On le prélève dans l'océan, c'est tout. Selon ces chefs, tous les sels ne sont pas égaux. Leur goût et leur texture diffèrent. Nous leur avons lancé un défi. Ils doivent donner leur avis sur une sélection à l'aveugle. On commence avec ce sel de mer iodé. Il n'a aucune texture et il est très salé. C'est un goût agressif. Au niveau de la texture, il est un peu plus fin que le gros sel. Sel de mer, dextrose, iodure de potassium, ferrocyanure de sodium, peut contenir du sésame, du soja et du blé. Ça donne pas très envie. Ça peut aider à résorber un goitre. C'est vrai que c'est un problème. L'iode n'est pas mauvais pour la santé, on en a besoin. Les producteurs de sel ont commencé à ajouter de l'iode dans les années 20 pour compenser une carence chez les consommateurs américains. L'iode n'a pas de goût. On en ajoute rarement au sel de mer ou aux sels exotiques, comme le sel de l'Himalaya, qui doit sa couleur rose à des impuretés minérales. Il n'est pas très salé, les cristaux sont fermes. Oui. C'est sympa de goûter différentes tailles de grains. Certains fondent sur la langue et d'autres sont assez gros pour qu'on les croque. En tout cas, la couleur ne change rien au goût. C'est vrai? Moi, je le trouve plus minéral. T'es pas d'accord? Je sais pas, peut-être que c'est dans ma tête, mais j'ai l'impression de sentir un goût minéral ici. Il serait parfait pour accompagner un artichaut avec de la mayonnaise. Dis-moi, tu aurais des artichauts et de la mayonnaise? Ce sel de mer provient de la côte de l'Oregon. En anglais, il porte le nom de sel kasher, parce qu'il est produit conformément aux lois dérivées de la Torah. Il s'effrite dans la bouche. Il est beaucoup moins salé. J'aime bien la texture, le croquant, mais je ne sais pas si je m'en servirais pour saler l'eau des pâtes. Oui, c'est plutôt un sel de finition, pour assaisonner un steak ou des légumes. Des haricots verts. Parfait pour des haricots verts. On l'utilise pour quoi? Les haricots verts. C'est très bon, oui. J'aime bien. Oui, c'est très bon. Mais 1 gramme de ce sel contient 16% des apports quotidiens recommandés en sodium. On en a goûté 1 gramme. Ouais. Si on multiplie ça par 5,5, on a notre dose pour la journée. Je vais faire un régime sans sel pendant 2 semaines. Il est bon ce sel. Excellent. C'est magique, le sel. Je crois que je pourrais pas m'en passer. Il existe des centaines de sortes de sel. Chacun a une couleur, une texture et une saveur unique. Mais certaines sont-elles plus saines que d'autres? D'un point de vue chimique, le sel est simplement du sel. Le sel de mer et le sel extrait d'une mine contiennent la même quantité de sodium pour un poids donné. Mais quand on le mesure en fonction du volume, c'est une autre histoire. Un volume de 85 ml d'un sel de table fin et dense pèsera autant que 125 ml de gros sel ou que 250 ml de fleurs de sel. Pour éviter les erreurs de dosage, la plupart des cuisiniers professionnels optent pour le gros sel. Le gros sel ne contient pas d'additifs comme l'iode ou le fer. Le grain est plus gros que celui du sel de table utilisé par les particuliers. C'est plus facile de contrôler la quantité qu'on verse quand les grains sont plus gros. Ils sont plus faciles à saisir. En plus, le sel garde sa texture, il ne se dissout pas immédiatement et il a une excellente salinité. C'est à cause de cette diversité que les études sur le sel se sont autant contredites. C'est très complexe de mener des études sur la nutrition humaine. Normalement, je travaille avec des rongeurs en laboratoire. Je contrôle tous les paramètres. Je sais précisément quelle quantité de sel ils ingèrent. Mais on ne peut pas faire la même chose avec des participants humains. Ces études sont les plus difficiles, parce que les participants doivent retenir ce qu'ils mangent. Ils doivent être capables de dire ce qu'ils ont pris au petit déjeuner et en quelle quantité. C'est très difficile de se souvenir de ce qu'on a mangé, mais c'est le seul outil dont les chercheurs disposent. Autrement, il faudrait confiner les participants pendant plusieurs semaines pour contrôler leur alimentation de façon stricte. Aucun être humain ne pourrait supporter ça longtemps. Justement, un groupe d'êtres humains a réalisé cette expérience dans l'espoir de pouvoir voyager dans l'espace. Dans le cadre du programme Mars 500, des volontaires ont été recrutés en Russie, en Chine et en Europe. On leur a demandé de vivre et de travailler dans un environnement semblable à celui de la Station spatiale internationale. Ils ont été coupés du monde pendant 1 an et demi.
Jens Mark Titze, chercheur allemand, a profité de cette occasion pour conduire une expérience sur l'équipage. L'objectif était d'étudier les effets du sel. Les nutriments étaient distribués en quantité fixe. Une certaine dose de protéines, une certaine dose de glucides, une certaine dose de graisse. La seule variable était la dose de sel. Pendant des années, les études sur le sel ont été menées à partir d'échantillons d'urine, prélevés sur des périodes de 24 heures. En effet, chaque jour, un être humain élimine tout le sel qu'il a ingéré la veille. Dans le cadre de Mars 500, les chercheurs ont réalisé des prélèvements quotidiens pendant des semaines, voire des mois. Et les résultats ont été surprenants. On savait ce qu'ils mangeaient et ce qu'ils éliminaient. Mais il manquait quelque chose. Les membres de l'équipage mangeaient une certaine quantité de sodium qu'on ne retrouvait pas dans leur urine. Une partie du sodium disparaissait. Si notre corps stocke beaucoup de sodium, il doit aussi garder une grande réserve d'eau. On a pesé les participants et leur poids ne variait pas du tout. On en a déduit que le sodium était stocké quelque part dans le corps. Là, on a eu un déclic. La quantité de sodium stocké ou éliminé dans l'organisme ne dépendait pas de l'alimentation du sujet. Les travaux de l'équipe du docteur Titze risquaient de finir dans l'impasse. Comment conduire une étude sur le sel si une partie du sel disparaît? Les chercheurs ont analysé le sang des participants. Le sodium disparu ne s'y trouvait pas. Le sodium s'est dispersé. Il a disparu dans l'organisme. La question était simple. Où était passé le sel? Si on ne savait pas où se trouvait ce sel, il y avait de quoi se demander s'il était vraiment nécessaire de réduire notre consommation. Il y a quelques siècles encore, le sel était rare et cher, mais tout aussi essentiel. Nous en avons tous besoin, quels que soient nos moyens financiers. En Asie, la sauce soja a permis d'apporter de la salinité au plat. Il y a plusieurs siècles, on a créé la sauce soja pour diluer le sel qui était rare à l'époque. On a donc inventé cette sauce pour faire durer les réserves de sel. La famille de Kenko produit de la sauce soja à Singapour selon les méthodes traditionnelles. Le processus est très lent. Tout commence avec de bons ingrédients. On utilise les meilleures graines de soja sans OGM produites au Canada. On les fait bouillir et cuire à la vapeur pendant quelques heures jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Puis on les fait refroidir sur des plaques. Ensuite, on ajoute de la farine de blé. Puis on étale le tout sur des plateaux rangés dans des desserts. Les graines de soja sont recouvertes de farine. Certaines sont en train de virer au vert parce qu'elles fermentent. On a plus de 300 cuves, toutes faites à la main. Ces cuves sont plus vieilles que moi. Elles ont été fabriquées il y a 60 ans. Les cuves contiennent les graines de soja, la farine de blé en fermentation, l'eau et le sel. L'arôme est très riche, très puissant. On voit que la pâte de graines est en train de devenir une sauce. On met beaucoup de passion dans notre travail. Les cuves cuisent au soleil pendant 9 mois. Et à la fin, on obtient la sauce artisanale Nanyang. Aujourd'hui, tout va très vite, mais certaines choses ne peuvent pas être faites à la hâte. Voilà comment on obtient une sauce soja umami. Umami est un mot japonais qui désigne la 5e saveur de base après l'acide, l'amer, le sucré et le salé. C'est un terme nouveau qui décrit un goût très savoureux, très riche. On le retrouve dans le miso, le kombu et la sauce soja. Ces cuves contiennent une autre source d'umami. Ces cuves sont extraordinaires parce qu'elles ont une mémoire. Au bout d'un certain temps, quand l'eau s'est évaporée, on remarque que les parois de la cuve sont recouvertes de sel de soja cristallisé. On a ce sel depuis une dizaine d'années. C'est du sel de soja vieilli, l'essence même de l'umami. Partout dans le monde, les êtres humains sont fous de sel. Cette envie découle d'un véritable besoin. Dans un bar, on nous sert souvent des biscuits apéritifs salés, comme des cacahuètes. Pour quelle raison? Parce que le sel donne envie de boire. Voilà pourquoi on a tous une certaine quantité de sel dans le sang. Quand on mange un aliment salé, comme ces cacahuètes, notre taux de sel augmente et notre corps nous dit « J'ai besoin d'eau, donc je vais t'envoyer un signal de soif pour que tu boives de l'eau et que tu rétablisses l'équilibre naturel entre le sel et les fluides, l'homéostasie. » Oui, ça donne soif.
À court terme, le sel donne soif. Mais pendant le programme Mars 500, les cosmonautes qui ont mangé une plus grande quantité de sel ont aussi eu plus d'appétit. Quand le docteur Titze a publié les résultats de son étude, les médias s'en sont emparés. Selon une étude menée sur des cosmonautes, une augmentation de l'apport en sel ferait baisser la soif et augmenterait la faim. Des souris qui mangent plus de sel brûlent davantage de calories. Un régime à forte teneur en sel peut-il aider à perdre du poids? Le docteur Titze a découvert qu'un fort apport en sel poussait l'organisme à chercher de l'eau. Non pas avec la soif, mais en puisant dans les tissus. Dans quel tissu exactement? Hélas, pas dans la masse graisseuse, mais dans les muscles. Un régime loin d'être idéal. Le spécialiste a aussi remarqué que les réserves d'eau étaient stockées dans des dépôts de sel. On s'est fait de fausses idées sur le lien entre le sel et l'eau. Il faut continuer à creuser. Aujourd'hui, on cherche à en savoir plus sur les stocks de sodium. Que font-ils là? À quoi servent-ils? Il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Le docteur Titze et son équipe sont à Singapour, où ils vont utiliser l'IRM pour détecter le sodium dans le corps. Ces machines sont formidables. En quelques secondes, les réserves de sodium apparaissent à l'écran. Le programme de détection du sodium par IRM est très prometteur. Je suis vraiment enthousiaste. Le sel apparaît en blanc. Plus la zone est blanche, plus la concentration est importante. On mesure le volume de tissu par pixel. Ensuite, on réattribue les couleurs pour que ce soit plus facile à lire. On passe des niveaux de gris au vert et rouge. A priori, le stockage de sodium n'a rien à voir avec la quantité de sel que la personne consomme. Notre cœur envoie 4,5 grammes de sel par minute dans notre corps. Si les organes en conservent une infime partie, l'accumulation peut être très importante. Des centaines de patients d'âge et de milieux variés ont passé une IRM de détection de sodium. L'analyse des résultats s'est révélée fructueuse. Voici 4 images. Et il s'agit de patients de 30 ans, 50 ans, 60 ans et 70 ans. On remarque que plus le patient est âgé, plus la quantité de sodium stockée dans les muscles est importante. Donc le muscle est de plus en plus vert et de plus en plus rouge. Plus on vieillit, plus les tissus contiennent du sodium. Cela concerne aussi bien les muscles que la peau. Plus on vieillit, plus notre corps stocke le sel. Est-ce bon ou mauvais pour la santé? On pense que le sodium est associé aux problèmes de santé qu'on peut avoir en vieillissant, comme l'hypertension, le diabète, les infections, les maladies auto-immunes. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi stocke-t-on ce sodium? Selon une des théories avancées, le sel stocké aiderait le corps à conserver l'eau. Ainsi, elle serait stockée aux endroits où c'est nécessaire, comme une crème hydratante appliquée à l'intérieur de l'organisme. S'hydrater, ce n'est pas seulement boire de l'eau. Il faut que cette eau reste dans le corps. Cette étape est gérée par notre métabolisme. On ne se rend compte de rien. Ça se passe au niveau des tissus, dans la peau, dans les muscles et certainement dans d'autres tissus. Ces mécanismes sont certainement très puissants puisqu'ils surpassent la fonction rénale. Cet appareil mesure la déperdition d'eau à travers la peau. Il réalise une mesure par seconde. Ici, on voit que le docteur perd 11 grammes d'eau par heure par mètre carré. L'outil est utilisé en complément de l'IRM de détection du sodium dans le cadre d'une nouvelle étude. L'objectif est d'évaluer le stockage de sodium et la déperdition d'eau chez des patients sains âgés de 20 à 100 ans. La peau est l'organe le plus étendu du corps humain. Elle nous permet de conserver l'eau dans notre corps. Mais avec le temps, elle est de plus en plus perméable. Elle est moins efficace. Comme la peau ne conserve plus aussi bien l'eau, elle perd en élasticité et les rides apparaissent. Avec cette étude, on cherche à savoir si les patients dont la peau laisse passer plus d'eau stockent davantage de sodium au niveau cutané. Ce sodium pourrait servir à contrer la déperdition d'eau. Ici, le patient perd 7 ml d'eau par heure par mètre carré. Donc, ça fait 4. Non, on n'a pas besoin de la calculatrice. On calcule une surface, c'est tout. Faites comme vous voulez. Moi, je calcule comme ça. Éloignez cette chose de moi. Alors, ça fait combien? On est en plein conflit de génération. Allez, je vous écoute.
Les travaux menés par le docteur Titseux à Singapour éclairent notre enquête d'un jour nouveau. Il est trop tôt pour affirmer que le stockage de sel joue bien ce rôle dans notre organisme, mais ces observations soulèvent des questions. Si une quantité indéterminée du sel ingéré est stockée dans notre corps, a-t-on besoin de contrôler notre consommation au milligramme près? Si on a une alimentation équilibrée, a-t-on le droit de manger du sel avec plaisir, sans culpabiliser? À l'école culinaire, le service touche à sa fin. Aucune salière n'a été déposée sur les tables. C'est la pratique dans ce restaurant. On peut apporter du sel aux clients s'ils le demandent, mais on n'en met pas à disposition sur la table. On veut servir des plats prêts à être dégustés. Normalement, on n'a pas besoin de les saler. Ce soir, personne n'a demandé de supplément de sel. Tout s'est donc joué en cuisine. Avant la préparation des plats, les chefs ont pesé tous les pots de sel des cuisines. Ils font la même chose en fin de service. La différence est de 520 grammes. Les cuisiniers ont donc utilisé un peu plus de 10 grammes par client, soit 4 grammes de sodium. Ça peut sembler beaucoup, mais une partie de ce sel n'a jamais atteint l'assiette. Elle a seulement servi à la préparation des mets. Cette quantité totale reste en dessous des limites fixées par les agences de santé. On utilise certainement moins de sel lorsqu'on cuisine soi-même. En revanche, un hamburger frites ou un plat industriel contiennent beaucoup plus de sel. Cette salière renferme un produit extraordinaire, à la fois ange et démon. C'est un conservateur essentiel et une substance très corrosive. Il est présent dans l'eau, mais peut entraîner déshydratation et dessèchement. Il est essentiel à la vie animale et humaine, mais a été qualifié d'aliment mortel. C'est le condiment de toutes les contradictions. On aime les modèles simples. On préférerait qu'on nous dise « cet aliment est mauvais pour la santé, n'en mangez pas et tout ira bien ». On nous a dit d'éviter de manger gras, mais ça n'a pas marché. Ensuite, on nous a dit de bouder les protéines. Mais c'est impossible. On a besoin de protéines pour renouveler nos tissus. Ensuite, ça a été le sel. Le sel est mauvais pour la santé, évitez d'en manger. Il y a certains nutriments indispensables à notre corps. On ne peut pas s'en passer. Quand je dis ça, les gens sont perdus. Ils préféreraient que ce soit plus simple, noir ou blanc. Malheureusement, notre biologie est un peu plus compliquée que ça. Les patients adorent demander à leur médecin s'ils surveillent leur propre consommation de sel. On a gardé cette question savoureuse pour la fin. Je ne sale jamais rien, sauf les œufs durs, le porridge et les flocons d'avoine. Quand je mange du porridge, j'ai l'impression d'être à l'hôpital, d'être malade. Mais je n'en mets qu'une petite pincée. En 2012, on a fait une expérience. On a mesuré notre consommation de sodium sur 24 heures en faisant des analyses d'urine. Je fais attention à la quantité de sel que je mange, je prends soin de moi, mais il s'avère que je mangeais 9 grammes de chlorure de sodium. Ça m'a choqué. J'ai réussi à descendre à 7,5 grammes, 8 grammes, mais ça m'a demandé beaucoup d'efforts. J'ai réduit ma consommation de sel. Par exemple, quand je vais au cinéma, je mange du pop-corn trop salé. Et ça réveille mon appétit, et donc je mange trop, de tout. Quelques heures après, sans entrer dans les détails, je vois que mes reins tournent à plein régime. Ça prouve que mon corps fonctionne bien. Mais je ne veux pas trop le solliciter. On peut manger un peu de sel, mais il ne faut pas faire d'excès tous les jours. Tâchons d'épargner nos reins et de les aider à faire leur travail dans des conditions normales. Si on mange trop salé, ils vont devoir faire un gros effort. Je vais être franche. Je mange du sel tout le temps. Je crois que l'alimentation ne fait pas tout. Je suis convaincue que d'autres paramètres entrent en jeu. Graisse, 0%. Sodium, 8%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que les gens doivent avoir conscience de ce qu'ils mangent. C'est important pour leur santé. Pour moi, les agences de santé doivent recommander un régime équilibré plutôt que de se concentrer sur le sel. En plus, une alimentation saine permet de rester en dessous des seuils de sel à ne pas dépasser. Merci d'être venu. Les spécialistes ne sont pas unanimes sur la question du sel. Peut-être parce que la nutrition est une science balbutiante. Mais certains points mettent tout le monde d'accord. Une alimentation équilibrée à base de fruits et légumes est bénéfique. La modération est une bonne ligne de conduite. Et cette assiette de brocoli est vraiment meilleure avec une pincée de sel.
on ne comprend pas encore tous les effets que le sel a sur notre corps. Les scientifiques continueront certainement de publier des études sur le sujet. En attendant, difficile de résister à l'envie de mettre son grain de sel.